Je n'avais pas prévu que l'appel de ma mère ruinerait ma journée. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je m'appelle Thérèse Moreau, 38 ans, directrice marketing chez Prime Global Solutions. Après mon divorce avec Marc l'année dernière, j'avais enfin commencé à sentir que ma vie prenait forme. Mon appartement était payé, ma carrière florissante, et pour une fois, je me concentrais sur moi-même. Le téléphone a sonné pendant que je révisais les projections trimestrielles. Le nom de ma mère s'est affiché sur mon écran et j'ai souri. Ce sourire s'est évanoui dès que j'ai décroché. Thérèse, ton père et moi fêterons nos 40 ans de mariage dans 3 semaines, a-t-elle annoncé sans même dire bonjour. Nous le célébrons à la maison parce que ta tante Marguerite déteste les restaurants. Nous avons décidé ce que tu nous offriras. J'ai soupiré profondément, m'adossant à mon fauteuil de bureau. La dernière fois qu'ils avaient décidé d'un cadeau, c'était un voyage à Hawaï pour Noël. J'avais dépensé plus de 5 000 €, me disant qu'ils le méritaient après m'avoir soutenue pendant mes études. « Qu'est-ce que c'est cette fois, maman ?» ai-je demandé en me massant la tempe. « Une maison de campagne », a-t-elle dit avec désinvolture, comme si elle demandait une boîte de chocolat. « Je te demande pardon ?» J'ai failli lâcher mon téléphone. Je crois que j'ai mal entendu. « Une maison de campagne », a-t-elle répété fermement. « Ton père, Thomas, Mélanie et moi en avons discuté. Tu gagnes bien ta vie, tu es célibataire, tu as fini de payer ton appartement. Tu devrais nous acheter une maison de campagne où nous pourrons tous nous détendre. Ton père et moi, Thomas et sa femme et ses enfants, Mélanie et sa famille. » Mes cadets, Thomas et Mélanie, avaient toujours été les préférés de mes parents. Ils s'étaient mariés jeunes, avaient eu des enfants tout de suite, et d'une façon ou d'une autre, cela les rendait plus dignes de l'approbation de mes parents, malgré ma réussite professionnelle. « Maman », ai-je lutté pour trouver des mots qui n'étaient pas des obscénités. « C'est une dépense énorme. Je ne peux pas simplement acheter une maison. Nous avons déjà regardé quelques propriétés, a-t-elle poursuivi, ignorant ma protestation. Il y en a une jolie à environ 1 heure de la ville. Maman, nous devons en parler en personne, ai-je dit fermement. Je passerai demain soir. Il n'y a rien à discuter, Thérèse, a-t-elle dit sèchement. Mais si tu veux parler, d'accord. Viens vers 18 h. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai fixé mon téléphone, incrédule, mes mains tremblant légèrement. L'audace était à couper le souffle. Ils avaient simplement décidé que je devrais dépenser des centaines de milliers d'euros pour une maison, sans même me consulter. Le reste de la journée, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail. Mon esprit revenait sans cesse aux attentes de ma famille. J'avais toujours été généreuse avec eux, peut-être trop. Chaque mois, j'envoyais 1 000 € à mes parents pour les factures. Je payais l'école maternelle des enfants de Mélanie. Le mois dernier, j'avais couvert les médicaments coûteux pour le fils de Thomas et je l'aidais régulièrement pour les réparations de sa voiture. Le lendemain n'était pas meilleur. Je répétais sans cesse ce que j'allais leur dire. Sûrement, ils comprendraient une fois que j'aurais expliqué qu'acheter une maison était complètement déraisonnable. J'ai quitté le travail plus tôt, l'estomac noué en conduisant vers la maison de banlieue de mes parents. En arrivant, j'ai été surprise de trouver les voitures de Thomas et Mélanie déjà là. Je ne m'attendais pas à une embuscade. Maman a ouvert la porte avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Papa était assis dans son fauteuil inclinable, me saluant brièvement de la tête au lieu de son habituelle accolade chaleureuse. Thomas et Mélanie étaient sur le canapé, me regardant tous deux avec des expressions expectatives. « Bonjour tout le monde », ai-je dit, essayant de garder une voix légère. J'ai remarqué qu'ils n'avaient pas mis de couvert pour moi à table, bien qu'ils aient manifestement juste mangé. Je pensais que nous pourrions parler du cadeau d'anniversaire. Maman m'a fait signe de m'asseoir dans le fauteuil en face de papa. Personne ne m'a offert à boire ni demandé comment s'était passée ma journée. « Écoutez », ai-je commencé, « j'ai réfléchi au cadeau d'anniversaire. Je peux contribuer à hauteur de 25 000 €. Si Thomas et Mélanie ajoutent à ce qu'ils peuvent, nous pourrions vous offrir une nouvelle voiture à la place. Votre Citroën ?» Commence à vieillir. Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas et Mélanie ont échangé des regards. « Nous ne pouvons pas contribuer de grosses sommes », a finalement dit Thomas. « Nous avons des familles, des enfants, contrairement à toi. »
Mélanie a hoché la tête. Nous avons déjà mis en commun, pour notre cadeau, nous avons convenu que tu t'occuperais de la maison de campagne. Tu l'utiliserais aussi, Thérèse, a ajouté Mélanie, comme si cela rendait les choses meilleures. Tu pourrais venir les week-ends. Ce serait génial. Je n'ai pas d'argent pour une maison de campagne, ai-je dit lentement, essayant de rester calme. Tu pourrais contracter un prêt immobilier, a suggéré maman, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Avec ton salaire, tu serais facilement éligible. J'avais l'impression d'être dans un rêve bizarre. Ma famille avait-elle toujours été aussi autorisée ? Cette conversation ne mène nulle part, ai-je dit en me levant. Je déciderai moi-même quel cadeau je ferai. Je dois partir. Personne n'a essayé de m'arrêter alors que je me dirigeais vers la porte. En sortant, maman m'a lancé. « Tu le regretteras, Thérèse. » Le trajet du retour est passé comme un flou. En arrivant chez moi, je tremblais de colère. Je me suis préparé un thé à la menthe bien fort et me suis assise sur mon balcon, essayant de me calmer. Qu'était-il arrivé à ma famille ? Quand étais-je devenu rien de plus qu'un distributeur automatique pour eux ? Plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'était pas un développement récent. Je finançais leur style de vie depuis des années et ils en étaient advenus à s'y attendre. Maintenant, j'étais égoïste de ne pas leur acheter une maison. Les semaines qui ont suivi cette désastreuse réunion de famille se sont écoulées dans un silence complet. Pas d'appel de maman, pas de message de papa, même pas les habituelles demandes d'argent de Thomas ou Mélanie. Au début, le silence était un soulagement, puis il est devenu inquiétant. Jamais dans ma vie d'adulte je n'avais passé autant de temps sans que ma famille me demande quelque chose. Ils te donnent probablement juste de l'espace, a dit mon ami Rachel lors d'un déjeuner. Ou peut-être qu'ils ont réalisé à quel point ils étaient déraisonnables. Tu ne connais pas ma famille, ai-je répondu en picorant ma salade. C'est le calme avant la tempête. À l'approche de l'anniversaire de mes parents, j'ai décidé que je leur offrirais quand même quelque chose de généreux. Pas une maison, de campagne évidemment, mais un chèque de 15 000 € semblait approprié. Ils pourraient l'utiliser comme ils le souhaitaient, même pour un acompte sur cette maison s'ils étaient sérieux. Plus j'y réfléchissais, plus je sentais que j'étais raisonnable. Ce qui n'était pas raisonnable, c'est que je n'ai jamais reçu d'invitation à la célébration d'anniversaire. Pas de texto, pas d'appel, pas même une invitation formelle par la poste. Je savais quand et où ce serait. 18h chez eux. Le 18. Parce qu'ils l'avaient mentionné avant. J'ai supposé qu'on s'attendait toujours à ce que j'y assiste, invitation ou pas. 2 jours avant l'anniversaire, mon téléphone a sonné. C'était tante Claire, la cousine de papa. Nous nous étions toujours bien entendus, bien que nous ne parlions pas souvent. « Thérèse, es-tu libre pour un café cet après-midi » a-t-elle demandé. « J'ai besoin de te parler de quelque chose. Que dirais-tu du café Luna à 15h » Je suis arrivée au café en avance, commandant un cappuccino en attendant. Claire est entrée quelques minutes plus tard, son expression grave en s'asseyant en face de moi. « J'étais chez tes parents hier » a-t-elle commencé sans préambule. « J'ai surpris quelque chose que je pense que tu devrais savoir. » Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire s'est penchée en avant. « Ils prévoient de t'humilier à l'anniversaire. Ils ont avancé l'heure de la célébration de 2h à 16h au lieu de 18h. Ils ne t'ont pas prévenu pour que tu arrives en retard et trouves la porte verrouillée. » Je l'ai regardé fixement, mon cappuccino oublié. « Tu ne peux pas être sérieuse. » « J'aimerais ne pas l'être. Ta mère était assez fière du plan. Tes frères et sœurs sont également dans le coup. » Claire a secoué la tête. « J'ai dit à ton père que je trouvais ça méprisable, mais il a simplement répondu que tu le méritais pour être égoïste. J'ai décidé de ne pas y assister. Je ne peux pas soutenir ce genre de comportement. » « Merci de me l'avoir dit, » ai-je dit doucement, mon esprit tournant à toute vitesse. « J'apprécie. »« Que vas-tu faire ?» a demandé Claire. « Je ne sais pas encore, mais en rentrant chez moi, je savais exactement ce que j'allais faire. Le lendemain, j'ai appelé pour me faire porter malade au travail. J'avais besoin de temps pour préparer ma réponse au plan ridicule de ma famille. D'abord,
je me suis connectée à mon application bancaire et j'ai annulé tous les virements récurrents vers mes parents. Capture d'écran, impression. Ensuite, j'ai compilé un tableau de chaque centime que j'avais donné à ma famille au cours des 5 dernières années. Les transferts mensuels, le voyage à Hawaï, les réparations de voitures de Thomas, les frais de garde d'enfants de Mélanie, les factures médicales d'urgence que j'avais couvertes. Le total m'a choqué moi-même. 63 427 €. Capture d'écran. Impression. J'ai trouvé une belle boîte cadeau dans mon placard, restant de Noël. Je l'ai tapissée de papier de soie et y ai placé les impressions. Puis j'ai écrit un mot. « Chère famille, j'avais prévu de vous donner 15 000 € pour votre anniversaire. À la place, je vous offre ceci. La fin complète de mon soutien financier. Les documents ci-joints montrent que je vous ai déjà donné plus de 60 000 € ces dernières années. Cela me semble suffisant. À partir de ce jour, je ne financerai plus votre style de vie. En fait, je ne ferai plus partie de vos vies du tout. C'est mon cadeau à moi-même. Au revoir, Thérèse. » J'ai plié le mot, l'ai placé sur les impressions et fermé la boîte. Je l'ai enveloppée dans un élégant papier argenté et noué d'un ruban bleu. Elle était magnifique, le parfait cheval de Troie. Le jour de l'anniversaire, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à 17h45, exactement comme Claire m'avait prévenu. Les voitures remplissaient l'allée et bordèrent la rue. La célébration était clairement bien avancée. Je me suis garée à une petite distance de la maison et ai attendu dans ma voiture pendant 15 minutes, me préparant pour ce que j'étais sur le point de faire. À 18h, je me suis approchée de la porte d'entrée. Comme prévu, il y avait une pancarte manuscrite. « Bienvenue à notre 40e anniversaire. Tout le monde est le bienvenu, sauf Thérèse. » Malgré mes attentes, la pancarte m'a touchée plus durement que je ne l'avais anticipé. Ces personnes étaient censées m'aimer inconditionnellement. Au lieu de cela, elles avaient planifié cette exclusion puérile et cruelle, parce que je ne voulais pas leur acheter une maison. Je n'ai pas frappé, ni essayé d'entrer. J'ai simplement posé ma boîte cadeau sur le paillasson, sonné à la porte, et suis partie. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi quand j'ai atteint ma voiture, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit avec un étrange mélange de chagrin et de libération qui me submergeait. En rentrant chez moi, mon téléphone explosait. 6 appels manqués de maman, 4 de papa, des textos de Thomas et Mélanie. C'était juste une blague. « Reviens. Maman, nous devons parler de ça. Papa, tu exagères. Thomas, maman dit qu'ils ont besoin d'argent pour des soins dentaires le mois prochain. » Mélanie, j'ai lu chaque message avec une incrédulité croissante. Même maintenant, ils ne comprenaient pas. Même maintenant, ma famille demandait de l'argent. J'ai bloqué tous leurs numéros sans répondre, puis je me suis versé un verre de vin et me suis tenue sur mon balcon, regardant le coucher du soleil. Pour la première fois depuis des années, je sentais le poids de l'obligation se lever de mes épaules. J'en avais fini d'être leur banque personnelle. J'en avais fini de prioriser leurs besoins par rapport aux miens. J'en avais fini. Le matin, après l'anniversaire de mes parents, je me suis réveillée avec une étrange sensation de calme. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité ou des regrets, mais je me sentais au contraire plus légère. Pourtant, je savais que ma famille n'abandonnerait pas facilement. Ils essaieraient de trouver des moyens de me joindre, de me ramener dans leur orbite de dépendance financière. Je devais être préparée. D'abord, j'ai appelé le concierge de mon immeuble. « Bonjour Miguel, c'est Thérèse du 14B. J'ai besoin de mettre à jour ma politique de visiteur. Mes parents, mon frère et ma sœur ne doivent pas être autorisés à entrer dans l'immeuble, quelles que soient les circonstances. Leurs noms sont Richard et Louise Moreau, Thomas Moreau et Mélanie Becker. Bien sûr, je vais noter cela dans le système et en informer les autres concierges. Ensuite, j'ai appelé l'équipe de sécurité de mon bureau et fait la même demande. Puis j'ai envoyé un email à ma patronne, expliquant que certains membres de ma famille pourraient essayer de causer des perturbations au travail. Sandra avait toujours été compréhensive et sa réponse fut immédiate. « La sécurité s'en occupera. Fais-moi savoir si tu as besoin d'autre chose. » À l'heure du déjeuner, j'avais bloqué ma famille sur toutes les plateformes de médias, sociaux
et modifié mes paramètres de messagerie pour supprimer automatiquement les messages provenant de leurs adresses. Cela semblait extrême, mais nécessaire. Je savais par expérience à quel point ils pouvaient être persistants quand il s'agissait d'argent. Je n'avais pas tort. Cet après-midi même, mon concierge m'a appelé. « Mademoiselle Moreau, vos parents sont ici et insistent pour vous parler. » Je leur ai parlé de la restriction des visiteurs, mais ils font toute une scène. J'ai soupiré. « Dis-leur que s'ils ne partent pas, tu appelleras la police. » 2 jours plus tard, Thomas a essayé d'entrer dans mon immeuble de bureau. La sécurité l'a renvoyé. Le jour suivant, Mélanie est apparue à mon café préféré. Elle devait m'avoir surveillée. Je l'ai repérée avant qu'elle ne me voie et je suis partie immédiatement. Ils sont implacables, ai-je dit à Rachel au téléphone ce soir-là. C'est comme s'ils pensaient que s'ils continuent à pousser, je vais craquer et recommencer à les soutenir. Ils le pensent probablement, a répondu Rachel. Tu as toujours cédé avant. Elle avait raison. Pendant des années, chaque fois que ma famille faisait pression sur moi, je finissais par céder. Cette fois, c'était différent. La pancarte sur la porte avait été un tournant, une preuve concrète qu'ils me voyaient, comme rien de plus qu'une ressource à exploiter. Une semaine après l'anniversaire, tante Claire a appelé. « Je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe, » a-t-elle dit. « Ta mère est furieuse. Elle raconte à tout le monde que tu as abandonné la famille, mais certains d'entre nous ont remarqué que elle et ton père ont fait quelques ajustements. » « Quel genre d'ajustement ?» ai-je demandé. « Ta mère a pris un emploi à temps partiel au centre commercial, la première fois qu'elle travaille depuis 20 ans. Et ton père a vendu son abonnement au club de golf. J'ai ressenti un pincement de satisfaction. Ils sentent le manque sans mon argent. Thomas et Mélanie luttent aussi, a poursuivi Claire. Apparemment, tu les aidais plus qu'ils ne l'ont, admis au reste de la famille. Est-ce qu'ils racontent aux gens que je devrais leur acheter une maison de campagne ? Claire a ri. Non, ils semblent avoir abandonné cette demande particulière. Maintenant, ils disent simplement que tu les as abandonnés sans raison. Bien sûr qu'ils le font, ai-je marmonné. Pour ce que ça vaut, j'ai raconté exactement ce qui s'est passé à tous ceux qui voulaient l'entendre. La plupart des gens pensent qu'ils ont dépassé les bornes. Merci Claire. Tu es la seule de la famille avec qui je veux encore parler. Après cet appel, mes proches ont commencé à me contacter un par un. Mon cousin Derek, mon oncle Philippe, même ma grand-mère, tous avec le même message. Tes parents te manquent. Ne pouvez-vous pas arranger les choses ? Je leur ai tous donné la même réponse. Quand ils s'excuseront sincèrement et cesseront d'attendre de moi que je finance leur style de vie, nous pourrons parler de reconstruire notre relation. Aucun d'eux n'a rappelé. Alors que les semaines devenaient des mois, les tentatives de me contacter sont devenues moins fréquentes. Ma famille commençait à accepter que j'étais sérieuse concernant mes limites. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisait. Je découvrais qui j'étais sans la pression constante des obligations familiales. Avec l'argent supplémentaire que j'économisais, j'ai réservé 2 semaines de vacances au Portugal, un endroit que j'avais toujours voulu visiter, mais que je n'avais jamais priorisé parce que les fonds de vacances allaient généralement aider ma famille. Je me suis inscrite à un cours de poterie le mercredi soir, quelque chose qui m'intéressait depuis des années, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps entre le travail et les exigences familiales. Plus significativement, j'ai recommencé à sortir avec des hommes. Après mon divorce de Marc, je m'étais convaincue que j'étais mieux seule. La vérité était que j'étais trop occupée à prendre soin de ma famille pour mettre de l'énergie dans ma vie amoureuse. J'ai rencontré Alex à mon cours de poterie. Il était terrible pour faire des pots. Sa première tentative ressemblait plus à un ballon de football dégonflé qu'à un bol. Mais il me faisait rire. Après le cours, il m'a demandé si je voulais prendre un café. « Je dois te prévenir. » a-t-il dit alors que nous nous installions à une table de café. Je ne suis pas seulement mauvais en poterie. Je suis mauvais dans la plupart des entreprises artistiques. Mais je continue à essayer de nouvelles choses quand même. J'ai souri. J'admire ça. J'ai passé trop d'années à ne pas essayer de nouvelles choses. Notre rendez-vous café s'est transformé en dîner, le dîner en randonnée du week-end. Bientôt, nous nous voyions régulièrement. Alex était différent de tous ceux avec qui j'étais sortie auparavant. Réfléchi, indépendant et complètement sans exigence.
Il ne me demandait jamais rien d'autre que mon temps et mon attention. Un soir, environ 3 mois après avoir coupé les ponts avec ma famille, Alex et moi préparions le dîner dans mon appartement quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai répondu quand même. « Allô ? Thérèse, c'est maman. » J'ai failli lâcher le téléphone. Elle devait appeler du numéro d'un ami pour contourner mes blocages. « Je n'ai rien à te dire, » ai-je dit froidement, me préparant à raccrocher. « Attends !» s'est-elle écriée. « S'il te plaît, écoute juste. Nous sommes en difficulté, Thérèse. Les factures sont en retard et les frais de médicaments de ton père ont augmenté. Nous avons besoin de ton aide. » J'ai fermé les yeux, sentant la culpabilité familière me tirer un moment. J'ai presque faibli. « Maman, j'ai passé des années à vous aider tous, des années. Et vous m'avez remboursé en exigeant que je vous achète une maison, puis en essayant de m'humilier quand j'ai refusé. C'est terminé. » « Mais nous sommes une famille, » a-t-elle insisté, sa voix se brisant. « La famille s'entraide. »« Oui, ils le font, » ai-je accepté. « Mais ça va dans les deux sens. Au revoir, maman. » J'ai raccroché et bloqué le nouveau numéro. Alex m'a regardé d'un air interrogateur. « Tout va bien ?» J'ai pris une profonde respiration. « Ça ira, c'était ma mère. Nous sommes en froid. Tu veux en parler ?» Je me suis surprise à hocher la tête. « En fait, je pense que oui. » Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Alex. La demande de maison de campagne, l'embuscade de l'anniversaire, les années de ponction financière. Il a écouté sans interrompre, son expression passant de l'incrédulité à la sympathie. « Je n'ai jamais rien entendu de tel », a-t-il dit quand j'ai terminé. « Ils s'attendaient vraiment à ce que tu leur achètes une maison. Et que je contracte un prêt pour le faire, » ai-je ajouté en secouant la tête. En y repensant, je peux voir qu'ils m'utilisaient depuis des années. J'étais juste trop prise, dans mon rôle de bonne fille pour le remarquer. « Que feras-tu s'ils continuent d'essayer de te contacter ?» J'ai soupiré, m'adossant contre le canapé. « Continuer à les bloquer, je suppose. Je ne suis pas prête à les laisser revenir dans ma vie. Peut-être que je ne le serai jamais. » Au cours des semaines suivantes, ma mère a essayé d'appeler de 3 autres numéros inconnus. Chaque fois, j'ai raccroché et bloqué le numéro. Mon père a envoyé une lettre à mon bureau, que j'ai retournée non ouverte. Thomas est apparu à mon cours de poterie un soir. Il avait dû me suivre, mais je suis partie avant qu'il puisse m'approcher. Chaque tentative de contact ne faisait que renforcer ma détermination. « Tu sembles différente », a commenté Sandra, lors de notre réunion d'évaluation mensuelle au travail. « Plus concentrée, plus confiante. Quels que soient les changements que tu as faits dans ta vie personnelle, ils se reflètent positivement sur ton travail. » Elle avait raison. Sans le stress constant des demandes de ma famille, je m'épanouissais professionnellement. Mon équipe venait de décrocher 2 comptes majeurs et j'étais considérée pour une promotion au poste de vice-présidente du marketing. J'ai pris des décisions difficiles mais nécessaires, lui ai-je dit. Établi certaines limites qui étaient depuis longtemps nécessaires. « Eh bien, continue comme ça », a-t-elle dit avec un signe de tête approbateur. L'équipe de direction l'a remarqué. 6 mois après avoir coupé les liens avec ma famille, j'ai emmené Alex au Portugal, avec moi. Nous avons passé 2 semaines glorieuses à explorer des villes historiques, à nous prélasser sur les plages et à manger une nourriture incroyable. Je n'ai pas vérifié mes emails professionnels une seule fois. Je ne me suis pas inquiétée des urgences qui pourraient se produire à la maison. J'étais pleinement présente, pleinement engagée dans l'expérience. Alors que nous marchions le long de la plage sous un ciel étoilé, j'ai réalisé que j'étais heureuse. Pas juste temporairement contente ou brièvement satisfaite, mais profondément, fondamentalement heureuse. J'avais rompu avec la dynamique toxique qui avait défini une grande partie de ma vie adulte. Et ce faisant, j'avais découvert qui j'étais vraiment. À notre retour, une anxiété familière a commencé à s'insinuer. Les tentatives de mes parents pour me contacter avaient diminué, mais elles n'avaient pas complètement cessé. J'étais constamment sur mes gardes pour la prochaine embuscade, le prochain chantage émotionnel. « Tu dois parler à quelqu'un de professionnel à ce sujet », a suggéré Rachel lors d'un brunch un dimanche. Un thérapeute pourrait t'aider à traiter tout ça et à avancer. J'étais sceptique au début. Je m'étais toujours enorgueillie d'être autonome, de gérer mes problèmes seule. Mais Rachel a insisté et finalement j'ai pris rendez-vous
avec un thérapeute qu'elle m'avait recommandé. Dr Lavigne était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et une manière directe qui m'a immédiatement mise à l'aise. Lors de notre première séance, je me suis retrouvée à tout déverser, pas seulement l'incident de la maison de campagne, mais des années à sentir que je n'étais jamais assez bonne, que je n'en faisais jamais assez pour ma famille. Ce que vous décrivez est de l'abus financier, a-t-elle dit après avoir écouté attentivement. Votre famille vous exploitait économiquement, et quand vous avez refusé leurs demandes de plus en plus déraisonnables, ils ont essayé de vous punir. Émotionnellement. Abus financier. Ai-je répété, surprise par le terme. Je pensais que c'était quelque chose qui se produisait dans les mariages. Cela peut se produire dans n'importe quelle relation où il y a une dynamique de pouvoir, a-t-elle expliqué. Dans votre cas, ils exerçaient un pouvoir émotionnel, la menace de retenir l'amour et l'approbation pour extraire des ressources financières de vous. Quelque chose a fait clic en moi alors qu'elle parlait. Je n'étais pas égoïste, en les coupant. Je me protégeais des abus. Au cours des mois suivants, la thérapie m'a aidé à traiter ma culpabilité et ma colère. J'ai appris à reconnaître les tactiques de manipulation que ma famille avait utilisées et j'ai commencé à comprendre pourquoi j'y avais été si sensible. Plus important encore, j'ai appris que je n'avais pas à me sentir responsable du bien-être financier de ma famille. C'étaient des adultes qui avaient fait leur propre choix. Vers le premier anniversaire de mon éloignement familial, tante Claire a appelé avec des nouvelles. « Ta mère a quitté son emploi au centre commercial », m'a-t-elle dit. « Ton père a réparé la vieille Citroën au lieu d'en acheter une nouvelle. Thomas a déménagé dans un appartement plus petit et le mari de Mélanie a pris un second emploi. Est-ce qu'ils me dénigrent encore auprès de tout le monde ? Ai-je demandé. Claire a hésité, moins qu'avant. Je pense qu'ils commencent à réaliser à quel point ils dépendirent de toi. Ta mère m'a même avoué que demander la maison de campagne était peut-être trop. J'ai ricané. Peut-être, ce n'est pas des excuses. Claire l'a reconnu. Mais c'est le plus proche que j'ai entendu. Je n'ai pas répondu immédiatement à cette information. Je l'ai laissé s'installer, en discutant avec Dr Lavigne lors de notre prochaine séance. « Voulez-vous renouer avec eux ?» a-t-elle demandé. J'ai considéré cela attentivement. Pas encore. Peut-être jamais aux mêmes conditions qu'avant. S'ils s'excusaient sincèrement et respectaient mes limites à l'avenir, je pourrais envisager un contact limité. Mais je ne redeviendrai pas leur distributeur automatique. Cela semble être une position saine, a-t-elle acquiescé avec approbation. Ce soir-là, Alex et moi étions assis sur mon balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer au crépuscule. Nous sortions ensemble depuis près de 9 mois, et il avait récemment déplacé certaines de ses affaires dans mon appartement. Ce n'était pas encore officiellement une cohabitation, mais nous nous dirigions dans cette direction. Ma tante dit que ma famille a du mal à s'adapter à la vie sans mon soutien financier. Lui ai-je dit. Comment te sens-tu à ce sujet ? J'ai pris une gorgée de vin, réfléchissant. Vengée, honnêtement. Ils m'ont prise pour acquise pendant si longtemps. Maintenant, ils découvrent que les actions ont des conséquences. Et s'ils s'excusent, essaient de faire amende honorable ? Je ne sais pas, ai-je admis. Je ne suis pas sûre de pouvoir leur faire confiance à nouveau. Mais j'ai appris quelque chose d'important cette année. Je n'ai pas à tout décider tout de suite. Je peux prendre mon temps, voir comment je me sens au fil du temps. Alex a souri, serrant ma main. C'est la Thérèse que je connais et que j'aime, prenant soin d'elle-même d'abord. Amour. Il l'avait dit avec désinvolture, mais ça flottait dans l'air entre nous. J'ai souri en retour. Je t'aime aussi, ai-je dit doucement. En regardant l'horizon de la ville, je me sentais en paix avec mes décisions. J'avais établi des limites, m'étais protégée de ceux qui m'auraient vidé et créé de l'espace pour un amour et une connexion réelle. Mon compte bancaire était plus sain, oui, mais plus important encore. Mon cœur l'était aussi. Fin de l'histoire.